Dostoïevski fait dire à l'un des personnages de son roman L'Idiot que la beauté sauvera le monde. Cette parole bien connue est forte, elle résonne particulièrement dans le contexte qui est le nôtre. La beauté nourrit, elle peut soigner les âmes, elle ouvre à l'autre et au tout autre. Fragile beauté qui s'offre à nous si nous y prêtons attention. Cette semaine, je vous propose de parler de ce thème de la beauté en compagnie du philosophe Fabrice Midal. Fabrice Midal, bonjour. Bonjour. Vos ouvrages sont nombreux, je cite les deux derniers, Découvrir la psychologie bouddhiste aux éditions du Grand Est, et puis Frappe le ciel, écoute le bruit, c'est paru aux Arènes. Vous aimez la beauté, vous en parlez dans beaucoup de vos livres. Est-ce qu'on peut la définir ? La beauté, c'est oui, je pense qu'on peut dire tout simplement la beauté, c'est une plénitude d'être. Une fleur est belle quand vous sentez qu'elle est pleine, qu'elle irradie. Un être est beau quand vraiment il y a une sorte de plénitude, d'entièreté qui se manifeste. Un visage ? La nature, une œuvre d'art. D'un seul coup, vous êtes arrêté par le fait que ça apparaît plus pleinement. Alors moi, quand je sors de chez moi, il y a des fleurs et des arbres. Pourtant, j'habite en ville, mais il y a des fleurs et des arbres. Et tous les jours, j'essaye de me dire quelle est la fleur ou l'arbre qui me touche le plus ce jour-là. Et il me touche par sa beauté. Chaque jour, c'est différent. En plus, les fleurs changent beaucoup jour après jour. Mais c'est celle qui m'appelle le plus, qui irradie le plus, qui est la plus belle. La beauté nous appelle. La beauté nous appelle, la beauté nous parle au fond d'une plénitude d'être. Et je crois que il y a un grand malentendu sur la beauté. Peut-être on peut commencer par parler de ce malentendu. C'est que pour nous, la beauté est du côté de l'esthétique. Si vous vous intéressez à la beauté, vous dites on parle d'esthétique. Alors ça, c'est très très égarant. Car l'esthétique, la notion d'esthétique correspond à l'idée du plaisir qu'on peut avoir d'une chose. Et je ne crois pas que la beauté, que le critère de la beauté, que la vérité de la beauté, c'est l'intensité du plaisir que je ressens. Je crois que la vérité de la beauté, c'est la plénitude d'être de la chose. C'est radicalement différent. Et donc, nous ne prenons plus que la beauté à partir du ressenti que nous en avons, et non pas de la qualité de présence de la chose. Et du coup, elle nous semble très étroite. Le plaisir, donc, c'est plutôt lié au corps, c'est plutôt... et donc, l'esthétique n'a pas grand-chose à voir, par exemple, avec l'éthique, avec la politique, etc. Et donc, au fond, l'esthétique, ça nous semble une sorte de supplément un peu accessoire. Il y a un sujet sur la beauté, ah ouais, ça c'est pas mal, mais ça nous semble complètement... accessoire. Ça ne nous semble pas parler du plus important, du plus décisif, de ce qui est crucial. Et donc, on comprendrait pas du tout comment, comme vous le disiez dans votre introduction, la beauté pourrait guérir l'âme. Comment la beauté pourrait sauver le monde. C'est pas... vous voyez, on comprend pas. Et pour comprendre, il faut remettre la beauté là à sa place véritable, qu'elle est au fond la sanctification de la réalité. Oui, donc quelque chose qui peut m'apparaître au premier abord inesthétique, avec des formes qui ne me plaisent pas, cette chose peut m'apparaître très belle. Oui, et puis le critère de ce que je ressens, c'est qu'un peu... la beauté, c'est beaucoup plus que simplement un sort de petit plaisir qu'on peut avoir. Prenons un exemple. On écoute un morceau de musique. La beauté de la musique n'est pas juste les petits moments de plaisir que vous avez eus. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond. La musique vous a lavé l'âme, vous a remis en rapport à l'entièreté de la réalité. Et c'est ça qui est absolument central. Et donc, la beauté est beaucoup plus ce qui nous remet en rapport à une entièreté d'existence, entièreté qui rassemble, qui nous met ensemble, plutôt que juste une sorte de petite... vous voyez, je crois avec l'exemple de la musique, on voit bien, c'est pas juste ce que je ressens, c'est comment je suis réaccordé. Moi, je trouve souvent que quand j'écoute de la musique, je me sens purifié après. J'avais plein de problèmes, de soucis, je sais pas quoi. J'écoute de la musique et après, je suis plus le même homme. Quand on regarde les grandes œuvres d'art du passé, par exemple, quand on rentre dans une cathédrale, on voit bien comment la beauté de la cathédrale a une fonction de nous réveiller, de nous transformer. Vous entrez dans la cathédrale et tout est là
pour, dans un jeu de rapport, vous transformer. C'est pas juste essayer de faire joli, mais c'est essayer de vous transformer. Donc, la beauté a à voir avec une expérience de vérité. D'abord, c'est une expérience spirituelle, et c'est une expérience de vérité. Il n'y a pas de beauté qui ne soit pas spirituelle. C'est ce que dit Dostoïevski, la beauté sauvera le monde. Il parle un langage là complètement religieux avec la beauté. Donc on peut pas le paradoxe c'est qu'est-ce que ce truc esthétique a à voir avec cette dimension spirituelle de grâce et de transformation. On le comprend si on redonne à la beauté son sens le plus plein, qui était déjà le sens que lui donnait Platon et qu'on retrouve jusque dans la pensée de Simone Veil. Vous trouvez aujourd'hui, Fabrice Midal, de la beauté dans notre monde ? La beauté, elle est partout. Donc la beauté, voir un être humain, entendre de la musique, se promener dans la nature, la beauté, elle est absolument partout. La question, c'est est-ce qu'on arrive à s'ouvrir à elle ? Et est-ce qu'on arrive à distinguer la beauté de l'esthétique ? Notre monde est bombardé de trucs esthétiques, mais qui n'ont en réalité aucune présence. Qui sont vides. Oui, la beauté a à voir avec la présence. Je me souviens, voilà, quand j'étais adolescent, de ma grand-mère qui se faisait belle pour qu'on aille déjeuner ensemble. Elle avait plus de 80 ans. Et je lui disais « Oh, mamie, comme tu es belle !» Elle n'était pas belle selon... Pourquoi je disais ça ? Je ne trouvais pas qu'elle était belle selon les canons esthétiques qu'on nous impose aujourd'hui. Elle était belle parce qu'elle faisait irradier son être. Parce que le souci qu'elle avait de se présenter au mieux pour notre déjeuner témoignait de sa présence, de son amour, et sa beauté était absolument bouleversante de ce qu'elle me disait. Et elle était effectivement profondément belle. Il y a quelque chose qui irradiait d'elle. Mais on n'arrive plus à entendre ça. Nous, on est devenus aveugles. On est devenus aveugles, complètement aveugles à la beauté, en l'ayant réduite, vous voyez, à l'esthétique. C'est terrible. Donc pour vous résumer, la beauté n'est pas l'esthétique. Elle nous appelle, encore faut-il l'accueillir, oui. Et elle nous renvoie à une qualité d'être. Absolument. Et un supplément absolument. Peut-être à l'invisible. Absolument. La beauté a à voir, c'est vrai, c'est complètement paradoxal. On parle de la beauté, nous voilà dans l'invisible, ce dont tous les artistes ont parlé, alors que pour nous, la beauté étant que du côté du sensible, on aurait tendance à la restreindre et à croire qu'au fond, on n'en a pas vraiment besoin. On aurait besoin de choses plus utiles, que c'est pas utile. C'est vraiment un paradoxe étonnant. Ce qui semble inutile est au fond le plus précieux. Et je crois que c'est ça la découverte étonnante de la beauté. Elle nous parle aussi beaucoup de l'étrangeté de l'incarnation. Qu'est-ce que ça veut dire qu'être incarné ? Fabrice Midal, vous dites que cette beauté est partout, encore faut-il l'accueillir. Comment accueillir, comment être réceptif à cette beauté qui nous appelle, qui nous fait signe ? Déjà, il faut essayer de voir par où la beauté nous appelle. Et pour chacun, c'est pas toujours la même chose. Certains sont beaucoup plus sensibles à la musique, à la poésie, d'autres à la nature. Et donc, je crois que il faut déjà essayer de voir par où quelque chose nous touche. Mais je crois que le problème majeur après, c'est comment faire que cette expérience de beauté irradie et devienne pas un truc esthétique. J'y insiste parce que quand c'est esthétique, la beauté, ça devient très narcissique. On pourrait dire, un des autres aspects, disons, de la mécompréhension de la beauté, c'est que c'est quelque chose de complètement narcissique. Je vois, ah oui, j'ai joui parce que j'ai vu ce beau paysage, c'était absolument formidable, j'ai fait, ou alors, ce morceau de musique, vous voyez, c'est complètement étroit. Alors que l'expérience de la beauté, c'est la laisser être de ta mère qu'elle vous guérisse, qu'elle vous sauve. Et donc je dirais, c'est bien sûr choisir, essayer d'apprendre à regarder là où il y a de la beauté, mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette expérience-là. Est-ce qu'on en fait juste quelque chose qu'on veut posséder, qu'on va mettre dans un petit pot sur son buffet, ou est-ce que ça devient l'occasion d'un plus grand dépouillement ? Donc on peut être le plus grand des collectionneurs, mais ne pas avoir vécu ce que vous décrivez là. Ah oui, je pense que le plus grand des collectionneurs, c'est pas. Je pense qu'entre Pinault et Saint François d'Assise, c'est Saint François d'Assise qui a le plus de rapport à la beauté, et certainement pas François Pinault, avec ses collections faramineuses et en plus choisies avec un manque de goût incroyable. Donc je crois que lui n'a aucun rapport
Il n'a aucun rapport. S'il écoute, je suis prêt à lui montrer, mais il n'a absolument aucun rapport à ce que pourrait être la beauté. Et Saint François, qui n'avait rien, ne cesse de parler de la beauté du monde. Il chante la beauté du monde. La création. C'est ça, la beauté du monde. Il était complètement sensible au fait que la moindre chose est belle. La moindre chose est belle quand on lui rend la plénitude de son être. Et donc, les deux éléments qu'on a ici décisifs, c'est la beauté, c'est chaque chose dans sa plénitude est belle, et donc nous engage à la laisser être dans sa plénitude. Et donc, si vous voulez, elle est toujours éthique, puisqu'elle nous engage, elle nous appelle. Et d'autre part, l'autre point que nous avons vu, c'est la beauté nous parle toujours d'une réharmonisation. Je prenais l'exemple de la cathédrale. On voit bien que la beauté est là pour nous aider à faire une expérience de transformation unitaire. J'avais écrit un livre sur le mandala. Et j'avais fait la première partie, j'avais expliqué le mandala en Orient. La deuxième partie, j'avais essayé de montrer les formes de mandala en Occident. J'avais beaucoup parlé des cathédrales, du labyrinthe et de la rose de cathédrale. Et après, j'ai essayé de montrer dans l'art quelles seraient les manières de parler du mandala. Et ce qui m'avait beaucoup frappé, c'est au fond, dans une cathédrale, une rose, c'est un mandala. Aujourd'hui, la notion de mandala est un peu popularisée parce que le mandala nous parle de l'expérience réelle de la beauté, qui est une manière de se recentrer, de retrouver place. Penser le mandala, c'est penser la beauté comme monde. Alors, si je peux dire aussi ici, le mot monde veut dire beauté. Là où il y a monde, il y a beauté. Parce que monde, c'est le contraire d'immonde. Nous, on l'entend plus du tout. Mais quand on dit monde, on dit le contraire immonde. Quand c'est immonde, c'est laid. Quand c'est monde, ça veut dire que c'est beau. Chez les Grecs, pour dire le mot monde, on disait cosmos. Le mot cosmos, c'est le mot qui donne cosmétique. Et parce que le monde, le cosmos, c'est la belle harmonie. Qu'est-ce que fait quelqu'un qui se maquille ? Ce qu'on croit, c'est que se maquiller, c'est se transformer, se cacher, et on comprend pas que se maquiller, c'est faire apparaître quelque chose qu'on est vraiment. Et ça, bien savoir se maquiller, c'est certainement pas être autrement, mais mieux faire apparaître la beauté qui est en nous qu'on verrait pas autrement. C'était ça que faisait ma grand-mère quand elle se maquillait. Elle essayait de montrer le meilleur d'elle-même. Et ça, vous voyez, le monde, cosmos, cosmétique, monde, immonde, tout ça nous parle de la manière d'être plus pleinement ensemble, unitairement. Et c'est ça vraiment, je crois, le grand secret. Et donc, quand vous marchez dans la nature et qu'elle est belle, alors vous vous reposez en vous-même. Et il y a un élément de transformation intérieure, mais aussi coïncidence avec le monde. Et on comprend à ce moment-là que l'ouverture n'est pas une ouverture juste intérieure, c'est une ouverture qui est une ouverture jusqu'à l'entièreté du monde. Fabrice Midal, est-ce que ça n'est pas plus facile de se laisser toucher par la beauté, de l'accueillir, quand on marche dans la campagne, comme pouvait le faire Saint François, que dans nos cités, avec tous ces panneaux publicitaires, le matraquage, le stress ? Non, par exemple, pour moi, c'est plus facile en ville, parce que je trouve que la ville, il y a tout ce que vous dites, mais il y a aussi les œuvres d'art. Et pour moi, après ça dépend des gens, pour moi, c'est l'œuvre d'art qui ouvre le plus à la beauté. L'œuvre d'art dans le musée ? L'œuvre d'art dans le musée, écouter un concert, voir un film. C'est inouï de pouvoir écouter un concert. Des êtres humains viennent et se consacrent à faire être ce moment de pure présence. Pour moi, c'est vraiment une des expériences les plus extraordinaires qui soient. Ça c'est clair. Maintenant, je vais pas éluder votre question sur la manière dont notre monde devient immonde. Ça c'est tout à fait clair. Comment la dictature de l'utilité fait que les choses n'ont plus de vie et sont tous interchangeables. Quand plus rien n'existe, il n'y a plus de beauté. Quand une vache n'est plus qu'une réserve de calories qu'on peut détruire comme mettre en batterie, c'est sûr qu'il n'y a plus de beauté. C'est sûr que la vache que le paysan nommait, qui avait un prénom, et la vache qui est élevée en abattoir c'est plus la même chose. Et c'est clair que là, il y a quelque chose de profondément immonde qui est en train de saccager quelque chose de la possibilité pour les êtres humains de trouver place quelque part. Et je crois que c'est pas la beauté sauvera le monde, je crois qu'en ce moment, c'est l'immonde est en train de perdre le monde. Notre monde est marqué par la haine de la beauté. Et l'interchangeable aussi. Oui, l'interchangeable participe de notre monde est marqué par la haine de la beauté. Il ne veut pas s'arrêter à la beauté, il veut la saccager.
Ils la saccagent partout. Ils veulent se l'approprier et la saccager et la détruire. Et donc notre monde est vraiment marqué par ce qui est peut-être le visage le plus évident, c'est l'abord de toutes les villes aujourd'hui, qui sont ces no man lands avec ces immenses magasins entrepôts qui défigurent absolument tout. Si on s'ouvrait à ça, qu'on voyait vraiment ce qui se passe, on devrait être complètement malade. Mais on est devenu insensibilisé. On n'est pas insensibilisé à la beauté, on est insensibilisé à l'immonde de la laideur qui détruit profondément notre humanité. Fabrice Midal, vous parlez beaucoup de poésie et d'un rapport poétique au monde dans vos livres. Oui. Et vous dites que c'est par ça qu'on peut sauver, sauver. Si on entend que la poésie n'a rien à voir avec le poétique, tous les poètes l'ont dit, les poètes sont capables de chanter la douleur, le plus simple, un cajot pour Ponge, une pierre, un caillou, et donc ils ne sont pas du tout dans notre idée habituelle du poétique. Pour nous, ce qui est poétique, alors c'est ce qui est joli, tous les clichés. Non, c'est pas du tout ça. Quand j'avais écrit un livre sur la poésie, pourquoi la poésie, où j'essaie de faire un livre assez pédagogique pour expliquer aux gens un peu ce qu'est la poésie. Quand je l'ai écrit, c'est le livre qui a été le plus douloureux. J'ai beaucoup pleuré parce que je me suis rendu compte que presque tous les poètes se sont confrontés à la douleur. Et que c'était vraiment le contraire de ce que je croyais. Et qu'au fond, tout poète, qu'est-ce que c'est la poésie ? C'est marcher dans les pas d'Orphée. C'est comme ça que la poésie s'est pensée, à partir de la figure du premier grand poète Orphée. Et qui est Orphée ? Orphée, c'est celui qui, par amour, pour chercher Eurydice, va dans les enfers. Et ça, c'est inouï. C'est-à-dire, l'Occident a pensé la poésie comme le fait de, par amour, traverser la douleur. Et je crois que la poésie, c'est ça. C'est par amour traverser la douleur pour amener la beauté, mais la beauté ne se trouve qu'à la mesure où nous faisons l'épreuve de la douleur. Et la vie de la plupart des grands poètes du XXe siècle est une vie très dure. Enfin, même au XIXe siècle, la vie de Baudelaire, de Verlaine, de Rimbaud, mais au XXe siècle, la vie de poètes comme Paul Celan, Mandelstam sont des œuvres extrêmement poignantes, déchirantes. La beauté, vous voyez, c'est pas une protection où on se réfugie dans une sorte d'îlot où on est content qu'il y ait la beauté. La beauté, vraiment, sauve le monde parce qu'elle amène la lumière là où il n'y en avait pas. Mais vous dites que c'est pas réservé aux poètes officiels. C'est clair. Et justement, les poètes nous montrent une voie que nous pouvons tous prendre. Alors justement, j'aimerais que vous nous éclairiez là-dessus. Avoir un rapport poétique au monde, quand on a une vie tout à fait normale, on va au travail, on a des enfants, c'est quoi ? D'abord, par exemple, lire un poème. Parce que celui qui lit un poème est tout autant en rapport au poème que la personne qui l'a écrite. Vous pouvez être beaucoup plus en rapport à la poésie parce que vous avez lu un poème vraiment, et par exemple, vous l'avez appris par cœur, et vous le laissez chanter et résonner en vous. Là, vous êtes vraiment dans la poésie. Donc ça, je pense que c'est important de faire cette mise au point. Mais évidemment, vous avez raison. Dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que c'est avoir une attitude poétique ? C'est avoir une attitude où on s'ouvre à l'émerveillement et à l'inconnu propre à chaque chose, et qu'on ne le ramène pas à nos concepts habituels. On pourrait dire que nos concepts et notre manière de tout rationaliser est un tue la poésie. Donc poésie, sortir de l'utilitaire, du rentable, c'est la poésie. Il y a de la gratuité. C'est la gratuité. La poésie, c'est cette gratuité absolument essentielle. De ce point de vue-là, la poésie est l'antipode de la gestion. Alors, j'ai rien contre la gestion. Chaque chose a sa place. Quand on gère son compte en banque, formidable. Mais quand la gestion devient le rapport à tout, il n'y a plus de poésie, il n'y a plus de monde. C'est ça l'immonde. C'est ça l'absence de poésie. Et donc quand on commence à tout gérer, c'est la destruction profonde de la dimension réellement poétique. Le regard poétique sur un enfant. C'est l'enfant qui nous en prend la poésie souvent. C'est ça que Baudelaire disait, le génie c'est l'enfant se retrouver à volonté. Pourquoi l'enfant est en rapport à la poésie ? Parce que quand il regarde une chose, il la regarde comme si c'était la première fois. Vache, vache. Un enfant qui voit une vache, vache. Et même en disant le mot, la vache apparaît. Il n'emploie pas le mot vache comme une étiquette, puis on pense à autre chose. Le mot fait apparaître la chose et donc elle est poème. Moi, je dis aussi, parfois, pour essayer de faire comprendre ce que c'est la dimension poétique comme la dimension la plus loin de la gestion, tout être humain, en tant qu'il a un prénom, chaque prénom est un poème. Parce que le fait que vous ayez un prénom, ça n'a pas de logique. Dans la pure logique, on devrait avoir tous un numéro. Pourquoi on donne un prénom ? En plus, un prénom, vous l'avez pas choisi. On vous donne un prénom, qui en plus toute une histoire, qui est peut-être liée à votre grand-père, ou
Moi, je m'appelle Fabrice. Je pense que c'est parce que ma mère avait dû voir Gérard Philippe, qui devait jouer Fabrice Del Dongo. Ça devait à peu près à la même époque. Donc, je suis marqué par le désir de ma mère devant Gérard Philippe, qui a dû la toucher. Et donc, vous voyez, et ça, c'est un poème. Vous voyez, c'est un poème. Ça irradie ça irradie. Ça a plein de sens. Donc, le poème, ça a plein de sens. Et nous, si on avait qu'un numéro, il n'y aurait plus de sens. Mais nous, on comprend pas ça. On a l'impression que si on a un numéro, là, au moins, on est ordonné. Mais on résiste, comme vous voyez. Les êtres humains, on est pris par un truc de gestion totale, mais les êtres humains résistent. Ils donnent encore un prénom à leur enfant quand il vient au monde, et donc ils lui donnent un poème, ils l'abritent dans un poème, parce qu'ils savent que la poésie, c'est ce qui préserve l'humanité. Et ben un poème et la beauté, c'est pareil. Et s'il y a plus de beauté, il y a plus, vous n'existez plus. Si vous n'avez plus qu'un numéro, vous n'existez plus. Parce que tout prénom est beau. Il nomme quelque chose. Et il est gratuit. Et ben c'est ça la dimension de la beauté. C'est ce sans quoi il n'y a plus d'humanité. Donc c'est une question d'humanité là. La beauté, la poésie, tout ce dont nous avons parlé. C'est le plus précieux, la quintessence de notre humanité. Tant qu'on nommera les enfants avec un nom personnel. On aura sauvé la poésie, mais on le fait un peu inconsciemment. Ce serait bien qu'on voit qu'analogiquement tout devrait être de cet ordre-là. Un dernier point avec vous, Fabrice Midal, sur ce que vous dénoncez aussi, c'est la culture de masse, surtout la consommation, la culture de la consommation ou la consommation de la culture. Ce qui me gêne, c'est que c'est l'idée que la culture, c'est l'idée même de culture au fond. Je crois que c'est pas une question de culture, c'est une question de rencontre. Parce que la culture, vous voyez, c'est ça le problème. À la fin des journaux, dans les dernières pages, quand on a parlé de choses importantes, l'actualité, de l'économie, tout ça, on parle de la culture comme une forme de divertissement. Oui, la culture, c'est le divertissement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas la culture, c'est la poésie et la beauté. Et donc la poésie, pour moi, elle ne se situe pas aux dernières pages pour parler du divertissement. La beauté, elle parle de sauvegarder notre humanité aujourd'hui qui est menacée. Comment on fait? Voilà, c'est ça. Et c'est ça, on est à milieu d'une question esthétique. On est dans la quintessence de ce que j'appelle le spirituel. Si on arrive à entendre que le spirituel, c'est pas un supplément, mais c'est la sauvegarde de notre humanité la plus profonde. Parce que sans la spiritualité, un être humain est réduit à une variable dans une courbe de calcul. Un numéro. Même plus, parce qu'aujourd'hui dans les contrôles de gestion, ils finissent par vous dire que les salariés sont des variables dans un graphique. Une variable. C'est inhumain. C'est même plus des numéros, c'est des pourcentages qu'on peut faire varier. Et ça, c'est l'antipode de la beauté. La beauté, c'est unique. C'est maintenant et c'est unique. Le prénom, il est unique. Même s'il y a plusieurs personnes qui s'appellent Marie ou Paul, le prénom est absolument unique. Il vous est entièrement donné. Il vous célèbre. Merci à vous, Fabrice Midal. Je renvoie les auditeurs à vos 2 derniers livres. Découvrir la psychologie bouddhiste, c'est paru chez Grand Est. Et puis Frappe le ciel, écoute le bruit, paru aux éditions Les Arènes. Il y a aussi la parution d'un Que sais-je sur la méditation. Absolument. Merci à Pierre-Henri Paget à la technique.